Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. Il y a plus de 60 ans, une équipe de plongeurs a localisé une épave dans les eaux du lac Simon, près de la plage municipale. On est en Outaouais, à 2 heures de Montréal. Le nom et les circonstances entourant la disparition de ce bateau-là sont inconnus. Aujourd'hui, de nombreux plongeurs connaissent cette épave, mais on ne peut pas en dire autant de son histoire. Donc, Mario et moi, on s'est donné comme mission de découvrir les secrets de l'épave du lac Simon. Où on se trouve actuellement sous nos pieds, c'est la plage. OK. On a l'extrémité de la plage. La plage, L'épave c'est se beau. trouverait à 50 pieds de l'extrémité de la plage. OK. Ah, on va calculer ça. Ça donnerait 50 pieds ici. Ouais. Ici, c'est quand même très près du bord, là. Il n'y a pas grand eau ici, sûrement. La plage a continue peut-être sur le bord ici. On va aller voir si on peut pas... si on voit de la si on voit du sable ou... On va aller voir ça. Ouais. Parce que l'extrémité peut être n'importe où, là. T'as pas de photo d'été, hein, ici, pour voir s'il y a juste si la plage a continue un peu sur le côté. C'est 50 pieds, là, ça donne peut-être ici, là. Ouais. Ici. Bon, ça sera ici. Bon. On serait une cinquantaine de pieds. Du bord. L'épave serait sous nos pieds. Ouais, hein? Bon, la prochaine étape, c'est on va demander à l'équipe de gendarmes de venir creuser le trou. Ouais. On est choyé d'avoir à nos côtés le plongeur d'expérience Jean-Marc Godreau. Et on peut également compter sur Éric Lachance, qui est le plongeur de sécurité. Mario va aussi plonger en binôme aujourd'hui avec Stéphanie. En plus de l'équipe sur le terrain, on peut compter sur la présence de Jacques et Michael, des gens d'ici, de la communauté. Ils connaissent bien les environs, c'est un atout. Mais il faut dire qu'on se la donne pas facile. Chercher une épave sous la glace, c'est pas évident. On a des informations confirmées, des positions validées. Il faut faire confiance à la technologie, mais on peut se tromper. J'ai hâte de voir si on va réussir. Il semblerait-il qu'il y aurait un petit courant dans le lac. Si on n'a pas ça, ils peuvent s'en aller dériver sans savoir, là. C'est quand même une importante logistique. C'est pas simple. Ah, c'est... Non, c'est pas... Moi, c'est... Je m'amuse pas aujourd'hui, là. Vous autres, vous amusez, mais pas moi. Ouais. On sait qu'il y a une épave ici qui repose à environ 30 pieds de profondeur. Probablement un remorqueur. Parce que je suis certain que c'est un bateau de travail. Selon ce qu'on est réuni comme information. On sait que sur le lac Simon, il y a eu du flottage de bois. Moi, j'ai trouvé des photos montrant le même navire. Une qui a été prise sur le lac Simon, alors qu'il transportait des excursionnistes, et une autre prise sur le lac Boréal, là où on le voit, tout est des pieds de bois. Là, moi, ce que je veux, c'est d'associer ce bateau-là qu'on voit sur les deux photos à l'épave du lac Simon. Bon, pendant que nous, on va préparer le trou, on va aller rencontrer Claude Villeneuve, que tu connais bien. Ben oui. Il y a un chalet à Duhamel, C'est ça, pas loin. parce qu'il est déjà plongé sur cette épave-là. Ben, certain. De toute façon, il y en a au moins pour une heure et demie avant de s'organiser. Fait qu'on va aller le voir. On va le rencontrer. Salut, Mario! Hey, salut! Peu de gens le savent, mais certains des plongeurs qui ont localisé l'épave du lac Simon sont les mêmes qui ont découvert l'épave de l'Empress of Ireland en 1964. Parmi eux, Jean-Paul Fournier, Ferdinand Bergeron et Claude Villeneuve. C'est Allez! Claude possède des artefacts du bateau. J'espère vraiment que ça va nous aider dans notre enquête. Ben oui, ça va bien. Hey, content de te revoir. Ben oui, c'est ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. On n'est pas ici pour vous parler de l'Empress, là. Non. De l'épave du lac Simon. Du lac Simon, ouais. Ouais. Première épave que j'ai visitée. Ah oui?
Oui, C'est la première, ça? en 59. Qu'est-ce que vous avez vu au fond de l'eau quand vous êtes arrivé là pour la première fois? Là? Bien, je veux dire, quand on est arrivé là, aussi, il y avait le cabinage du poste de pilotage qui était là, qui existait encore, qui était pas tombé. Ensuite de ça, on a vu l'ancre qui était sur le deck du bateau, celle-là. On a sorti cette ancre-là. Avez-vous conservé ces artefacts-là? Ben oui. Et où? On va aller pas loin d'ici. Je veux avoir, là. Mario aussi, il On est va voir curieux, là. ça, ben oui. Ben oui, ça nous intéresse de... Claude Villeneuve, c'est un pionnier de la plongée d'exploration d'épave au Québec. À 83 ans, il est toujours aussi passionné. Il a une très, très bonne mémoire. C'est une personne qu'on estime beaucoup, Mario et moi. Tu devrais voir aussi la roue du bateau. Elle devrait être à quelque part. Oui. Il y a une roue là, je pense. Ouais. Là? Ça, c'est ici, là. Donc, quand vous êtes allé la première fois de toute, là, c'est-tu quelqu'un qui vous avait indiqué qu'il y avait une épave là ou bien? Oui, oui. Ouais. Parce que mes ancêtres, ils viennent d'ici, de la région, ici, c'est pour ça. OK. Wow! Regarde-moi ça. Oh boy. Je sais pas s'il y a une inscription quelque part, hein? Non, je sais. Il y a l'angle, il y a la roue de gouvernail, mais il y a aussi le sifflet à vapeur. Puis ça crie encore. Fait crier de l'air. Ça, c'est ça, ouais? OK. Ah oui. OK. Je serais curieux de l'entendre. Oui. Moi, je croyais bien trouver des inscriptions sur le sifflet à vapeur. Tu sais, le nom du fabricant aurait pu m'orienter dans mes recherches, essayer de le dater ou même de retrouver peut-être le constructeur même du remorqueur. Non, rien nulle part. On est bien déçus, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Parce que je pense qu'il y a une partie de la réponse qui se trouve au fond de l'eau. Ça me rentre pas dans la tête, moi, qu'il n'y ait pas de nom, ce bateau-là. Moi, je pars de mon côté pour aller rencontrer des gens qui ont possiblement des informations à me partager. Mario, lui, rejoint l'équipe sur le lac pour préparer la plongée. La plongée sous glace, bien, il faut absolument que tu sois attaché. T'as pas le choix, on a juste un trou pour rentrer, ce qui veut dire qu'on a juste un trou pour sortir aussi. Puis souvent, mais même probablement comme ici, dès qu'on va être à peine à 5 mètres de trou, on ne le verra pas. T'sais, ça fait qu'on peut pas se fier en se disant on va se retourner vers notre trou s'il arrive quelque chose. C'est un sac à boulet. Qu'est-ce qui pourrait mal aller dans ce cas ici? Tomber vraiment en free flow, donc le détendeur qui part, qui gèle, puis que l'air sort tout. Donc, comme de là, il faut monter immédiatement. OK, elle n'est pas dans ce coin ici, là. Elle n'est pas, je dirais, 10 pieds tout le tour ici. Il y a juste des billots de bois, puis plein de câbles, là, puis de blocs de ciment. Ben, il n'y a pas d'épave, là. Mais tu vois rien. Elle peut être à 15 pieds à côté, là. Tu vois absolument rien. T'as pas de visibilité. Non, pas du tout. Mes coordonnées GPS, là, ici, il me dit à 1 mètre. Ah, là, tu vois, OK. Ça fait que t'es allé là. T'es allé là, c'est sûr. Mais si t'es bon pour une autre plongée... Oh ouais, on va faire un autre plongée, ça repart. Il y a plusieurs mois, j'ai fait un appel à tous via la municipalité du Hamel. Puis j'ai discuté avec quelques personnes de cette région-là, mais ça n'a pas donné grand-chose. Mais récemment, j'ai réussi à retrouver M. Richard Leroux. Lui, il prétend que le grand-père de sa conjointe a été capitaine de ce bateau. Monsieur Leroux, comment allez-vous? Ça va bien, et vous, de ce côté? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, premièrement. C'est quoi le nom du grand-père de votre conjointe? Anatole Filiatro. Anatole Filiatro. Est-ce que vous avez une photo de lui? Oui.
OK, je la vois bien. Est-ce que c'est possible de me l'envoyer par courriel? Oui. Parce que c'est le seul nom que je peux associer à ce remorqueur-là, à ce date-ci. Il était capitaine alors qu'il transportait des passagers. C'est ça. OK. Avez-vous une idée si Anatole il a laissé des traces derrière lui, un journal de bord ou autre document qui pourrait nous indiquer le nom du bateau? Faudrait faire d'autres recherches, là. Peut-être avec d'autres enfants. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne plongée. Le journal de bord du bateau nous aurait renseigné sur, oui, l'histoire du bateau, mais aussi sur l'histoire des gens qui ont travaillé à bord. Et évidemment, le nom du navire aurait été probablement été inscrit dans le journal de bord. Mais là, on ne détient pas cette information-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est décevant. C'est pourquoi on doit parler à plusieurs personnes. Là, on est dans la tradition orale, il n'y a pas de trace écrite. C'est un bateau qui a eu une histoire, mais qui a été oublié. Vous l'avez pas trouvé? Ben, c'est bon voyage. On est à 30 pieds de profondeur, exactement. 35 pieds, c'est supposé d'être à peu près. Vous l'avez déjà vu? Oui. OK, bon. Nous autres, on a trouvé de la pitoune, du bois. Elle l'avait déjà vu en dessous? Ben, il y en a en masse dans le lac du bois. OK, mais à proximité de l'épave? Ah oui, il y en a. Moi, j'ai descendu Oui. juste ici. J'ai fait comme un rond, là, peut-être pas loin, là, peut-être Oh, ouais. 25-30 pieds tout le tour. Oui. Là, ça commence à monter. Ça monte rapidement. là. Ouais, ici, il y a beaucoup de bio. Beaucoup de bio, puis là, c'est en avant d'Ortsa que ça sera. OK, donc ça sera Ouais. plus loin. OK. OK, la plage descend graduellement. Puis à un moment donné, je veux dire, le bateau, il est sur le long. Parallèle à la plage. Ouais. OK, parfait. Ça veut dire qu'il faut que j'aille fouiller, c'est Ouais, plus dans ce coin-là. Là. Plus dans ce coin-là. OK, good. Je vais aller chercher deux autres bouteilles. OK. Bien, les conditions aujourd'hui, là, c'est les conditions les plus difficiles pour la plongée sous glace, même beaucoup plus difficiles que lorsqu'il fait moins 25 ou moins 30, mettons, dans l'Arctique. Parce qu'il y a vraiment le facteur eau douce par rapport à l'eau salée, qui est complètement différent. Puis tu as l'humidité aussi. Ici, là, c'est extrêmement humide, là, on le sent. C'est beaucoup plus difficile à réchauffer. Ouais, c'est presque impossible. Il faudrait faire chauffer les... Non, pas que le vent, là. Le détendeur, c'est ce qu'on respire, bien sûr. Et quand il gèle ouvert, donc il y a toujours de l'air qui arrive. Donc, on a 120 livres de pression qui rentrent dans la bouche. Puis on peut pas... de toute façon, la bouteille se vide très rapidement. Puis aussi, c'est très difficile de garder le détendeur dans la bouche. Là, il fallait trouver une solution. Jean-Marc Gaudreau a eu l'idée d'aller au chalet pour chercher de l'eau chaude pour dégeler le détendeur de Mario et Stéphanie. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller rencontrer Marie-Josée Bourgeois, une historienne locale qui en connaît beaucoup sur l'histoire de l'exploration forestière de la région. Le remorqueur en question, il prenait l'embouchure du lac Simon, où se jette la rivière Petite-Nation. Okay. C'est de là que partait le remorqueur et tous les gens assemblaient ça pour en faire une estacade. Et là, le remorqueur tirait jusqu'au bout, jusqu'à la barrière. Et là, le courant amenait les bio jusqu'à Plaisance, puis jusqu'à Tursault. Est-ce que vous connaissez Anatole Filiatro? Lui, il se disait chauffeur de steamer. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et lui, en fait, il était journalier à la toute fin de sa vie. Puis moi, j'ai regardé sur des listes d'électeurs, puis j'ai jamais vu le nom capitaine, le mot capitaine. C'est toujours journalier. J'ai trouvé 2 photos où on voit, je crois, être le même remorqueur, soit sur le lac Boréal et le lac Simon. Oui. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il y a eu de nombreux bateaux de travail, comme un remorqueur, sur ces 2 lacs? D'après l'information que moi j'ai, là, il n'y a pas eu d'autres. OK. Je me dépêche à retourner sur le site de plongée pour rejoindre l'équipe, mais rendu sur place, je vois bien qu'ils n'ont pas trouvé l'épave. Pourtant, elle ne doit pas être bien loin. Donc, les plongeurs vont faire une dernière tentative pour aujourd'hui. On se croise les doigts. Ouais, ben Jean-Marc, il a pris le détendeur, il les a mis dans l'eau chaude. Puis on les a installés à l'intérieur, installé les détendeurs sur les bouteilles à l'intérieur, donc à la chaleur. Puis tout de suite, on est parti pour s'en aller sous l'eau. Ça a fonctionné pour moi, là, toute ma plongée. Ben Stéphanie, ça a pris peut-être une dizaine de minutes. Après ça, elle est tombée en free flow aussi, là. Puis il a fallu qu'elle sorte.
Je suis moins confiant qu'au départ, là. Ça va pas bien. Dernièrement, j'ai parlé à M. Richard Leroux. Lui, il me dit que le grand-père de sa conjointe a travaillé sur ce remorqueur-là. Son nom, c'était Anatole Filiatro. Oui. Est-ce que vous l'avez connu? Ben oui, je l'ai rencontré. Chaque fois qu'on venait faire de la plongée ici, sur l'épave, puis qu'on rapportait des objets, des artefacts là, de l'épave, on allait y montrer. Puis il nous disait à quoi que ça avait servi sur le bateau. OK, ils identifiaient les artefacts. OK, puis ce qui vous a parlé de la cause du naufrage? La cause du naufrage, il y a eu du mauvais temps durant la nuit, j'imagine. Ensuite de ça, je veux dire, le câble de l'ancre a brisé, puis le bateau s'est rempli d'eau, puis le bateau a coulé. Il a coulé. Puis ils l'ont abandonné là. Ils l'ont abandonné là. C'était la fin du transport de bois par le lac. À partir de ce moment-là, oui? Oui. Fait que cette perte-là a quand même eu une incidence importante sur le flottage du bois dans la région. C'est ça. Non? On va pas le faire, il faut. C'est sortant. Tout le déploiement que ça demande, une opération de plongée sous glace, là, ça finit comme ça, là. C'est bredouille, là. Faut comme... Moi, je vais retourner à fouiller dans mes documents, parce que je pense que les données GPS qui existent actuellement sont pas précises, là. Hello? Monsieur Leroux, on l'a pas trouvé encore. Comment ça? Là, moi, ce que je veux savoir, l'épave est vraiment près de la rive. Un petit peu plus loin que la rive, là. En me levant, je regarde dehors, beau soleil. Et boy, dès que j'ai mis un orteil dehors, j'ai compris que ça allait pas être facile. C'est un froid qui rentre dans le corps. Ça, c'est rare. Bon matin. Yes. On va l'avoir. Salut! Bonjour. Prise 2. Yes! Merci d'être là malgré ce froid intense-là. Et on sait pas si on va être là longtemps. Ça, je parlais avec Mario. Matin, ben c'est ça, il fait moins 22. Ça fait que c'est sûr qu'il va falloir, qu'on aille vite dans l'eau. Hein? C'est moi et Mario, on était sur la bonne piste là, hier matin. On avait fait nos 50 pas, puis on est arrivé en même position qu'aujourd'hui. Mais finalement, on a fait confiance à la technologie. Puis, ben, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Qu'un matin, c'est l'humain qui va remporter. On va y aller demain. Non, moi, je suis quand même confiant, là, Jean-Marc. Non, Si l'épave n'est pas sous nos pieds, est à côté. Elle est là, là. elle est ici, là. OK. Je suis confiant. Ouais. J'ai replongé dans ma documentation. J'ai relu l'article relatant la découverte de l'épave au début des années 60. On sait que l'épave repose à droite de la rampe à mise à l'eau, qui est le point d'entrée pour les plongeurs. Je me suis dit, OK, on part de la plage, on fait 50 pieds. Fait qu'avec Google Earth, ce que j'ai fait, j'ai tiré une ligne à partir de la plage sur une distance de 50 pieds. Puis là, j'ai pris ma position degré, minute, seconde. Vous êtes arrivé à la Vous destination. êtes arrivé à la Épave 2. destination. Épave 2. Merci, madame. C'est un phénomène qui arrive presque tout le temps quand il y a une grosse tempête de neige de plus que 8 à 10 pouces. C'est que la pesanteur de la neige fait le poids, fait en sorte que l'eau sur les côtés remonte sur la glace. Une fois arrivé sur le site, qu'on pense être celui de l'épave à 50 pieds de la rive, je me suis retourné de bord et on était à quelques centaines de pieds de notre premier trou. On était vraiment dans le champ. On la trouve aujourd'hui. C'est là que ça se passe. Yes. Si on réussit à avoir des images de l'épave aujourd'hui, notre mission va être accomplie.
et on se dira que la journée d'hier, c'était juste une mauvaise journée. Ça fait à peu près 10 minutes qu'ils sont dans l'eau. Ça, c'est bon signe. Parce que s'ils n'avaient pas trouvé l'épave et seraient remontés à la surface, j'ai un bon pressentiment. Hé là, Salut, free-flow? Marion? Ouais, je suis en free-flow. Écoute, elle est là dans toute sa splendeur. Est-ce juste en dessous Juste ici? ici, ouais, vraiment. Écoute, tu le. En descendant à 5-10 pieds, tu commences à la voir. Puis, ben ça, on voit bien la chaudière, on voit bien le devant, la protection pour pousser des bio, puis tout ça. Là. Ouais? Ouais, je pense qu'il va être content des images. Fait que c'est un remorqueur. Ouais, c'est un remorqueur. En plein ça. Yes. Ça me soulage. On a trouvé l'épave, donc on va enfin savoir si ce remorqueur-là est bien celui qu'on voit sur mes photos. Là, on s'en va visionner les images de Mario parce que nous sommes trop curieux. Ben, tu vas venir faire un tour avec moi sous l'eau? On va aller voir ça, cette épave-là. Là, on va aller plus vers l'arrière. Bon, ici, c'est La bouilloire. la bouilloire, où ils mettaient le charbon, Donc, complètement la bouilloire. Mais tu vois que ça fait longtemps que c'est là, hein? C'est quand même bien conservé, hein, parce que c'est de l'eau douce. Eh, de l'eau douce, c'est ça. Ça, c'était probablement des poteaux aussi qui servaient à Attacher peut-être les tirer, câbles. attacher les Ouais. câbles. Tu sais, c'est quand même gros, là. C'est au moins de 5, 6 par 6, là. Puis c'est solide, là. Puis ça rentre sous le pont, là. Là, tu vois l'épaisseur. C'est pour ça que je te dis, c'était bâti solide, là, tu sais. Puis là, tu vois comme les deux pièces, l'intérieur puis l'extérieur. Puis le devant est bien conservé, mais l'arrière est tout défait, là. Tu sais, c'est quand même... ensablé? Oui, il a ensablé beaucoup. Tu vois, ça, c'est vraiment complètement le devant. Puis on voit la barre de métal, là. Ouais. La plaque de métal, plutôt. Regarde, Mario, là. Regarde l'étrange, puis essaie de comparer ça à ce qu'on voit là. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Ben, c'est vraiment le même modèle, ça, c'est C'est certain. la forme. Ouais. La forme de l'étrave correspond. Ouais. Ah, ouais. Ça, il n'y a aucun doute. Ouais, c'est ça, ça, j'ai pas trouvé de nom non plus. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas Pas d'indication, d'inscription, pas non. de chiffres. Tu sais, des fois, tu vas avoir des chiffres en avant ou même. Là, il n'y a rien de ça, là. Bon, je pense que c'est notre remorqueur mystère. Ouais. Tu sais, on comprend pourquoi les gens ne connaissent pas son nom. Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On a résolu une bonne partie de l'énigme. Ouais. Ouais. Pas été facile, par exemple. Mario, on connaît peut-être pas son nom. Ouais. On va savoir c'était quoi son identité. C'est ça. Moi, je l'appelle le sifflet de la victoire. On est tous heureux d'avoir vécu cette mésaventure-là. Il y a une centaine d'années, les gens entendaient le même son parce que c'était sur le bateau. Ah, C'est quand même incroyable. Hein?